Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission politique d'Issac-Napoudi, l'émission politique de Kaubuntu. Kaubuntu qui est une organisation panafricaniste et indépendantiste réunionnaise. On a 4 grands objectifs. Premièrement, activer la conscience historique et politique de notre peuple. Deuxièmement, défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Le troisième point, c'est qu'on se bat pour l'indépendance de notre pays. Et enfin, nous militons également pour le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité africaine, l'unité politique, économique. Et quand on dit l'unité africaine, bien évidemment, on inclut l'île de la Réunion, qui est une île africaine. Alors, dans cette émission d'Issac-Napoudi, c'est une émission politique qui a pour idée justement de décrypter l'actualité réunionnaise et de faire permettre à notre population de comprendre les différents enjeux politiques, économiques, juridiques et autres qui concernent notre peuple. Aujourd'hui, le thème va porter sur la départementalisation de la Réunion qui a eu lieu le 19 mars 1946. À Kaubuntu, en tant que parti indépendantiste réunionnais, pour nous, la départementalisation, c'est la continuité de la colonisation française sous une autre forme. Alors aujourd'hui, nous avons 2 militants de Kaubuntu qui sont ici présents. Donc il y a Akili et Alexandre. Donc je vais d'abord demander à Akili de se présenter et ensuite à notre frère Alexandre. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Akili, je viens de La Réunion et là je fais un master en politique publique et en spécialité économie. Super, merci bien. Et Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Alexandre. Ça fait 1 an que je suis dans Kaubuntu. Et du coup, moi j'ai fait un master à l'école de sociologie et de sciences politiques de Paris-Saclay et je suis spécialisé dans les politiques sociales. Ok, merci bien. Donc nous allons commencer tout d'abord sur le côté historique. Donc cette départementalisation qui a eu lieu le 19 mars 1946. Est-ce que, Akili, tu peux nous faire une présentation du contexte historique? Bien sûr, mais déjà dans un premier temps, je pense qu'il faut remonter dans l'histoire. C'est-à-dire que La Réunion, elle a connu des périodes déjà d'intense exploitation qui se caractérisent d'abord par l'esclavage, l'engagisme et la départementalisation. Par contre, il faut différencier la départementalisation de l'engagisme parce que c'est aussi des niveaux de vie qui se différencient et qui s'élèvent au fur et à mesure, mais toujours grâce aux forces et au courage des Réunionnais. Après, il faut aussi dire que La Réunion a été dans un impérialisme financier colonial, économique colonial. Par exemple, durant la période de l'après-guerre, on avait La Réunion qui apportait du riz de Madagascar, mais qui exportait seulement de la canne à sucre. D'ailleurs, les choses n'ont pas tellement changé. Qui se fait qu'après, durant la Seconde Guerre mondiale, à cause des embargos qu'il y a eu à La Réunion, La Réunion se retrouvait sans apport extérieur. Ce qui fait qu'il y a eu des menaces, non pas de famine, mais en tout cas, il y a eu d'intenses carences alimentaires. Du coup, La Réunion, au sortir de la guerre, a eu des problèmes au niveau des épidémies, au niveau de la santé et au niveau aussi économique. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, la période de la Seconde Guerre mondiale, et il est dit aussi que c'est à ce moment-là que la population réunionnaise était dans une forme d'indépendance, parce que comme elle était coupée de l'extérieur, il y avait une autosuffisance alimentaire. Ça fait que les personnes, malgré que le riz ne venait plus, d'autres marchandises ne rentraient plus depuis l'extérieur, il y avait une forme d'autosuffisance alimentaire. Comment tu analyses ça, justement? Moi, je vois ça d'une bonne manière, parce que quand même, on était dans un système plantationnaire où la canne était vraiment le seul élément qu'on exportait, et en 3-4 ans, on a réussi à avoir une économie d'autosubsistance alimentaire. Donc en 3-4 ans, c'est quand même impressionnant que les Réunionnais aient réussi à remanger le manioc, les patates douces, à replanter pour consommer ce qu'ils produisaient. Exactement, parce qu'il faut préciser, là, comme tu dis, il n'y a pas eu de famine. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, et je voudrais l'avis aussi d'Alexandre là-dessus, il y a beaucoup de personnes, quand on parle d'indépendance, qui disent « mais que ça nous sommes mangé demain ». Et là, avec ce que tu dis là, et les informations qu'on a, on voit qu'en réalité, notre terre est riche. Donc, Alexandre, justement, comment tu vois ça par rapport à ce contexte où la Seconde Guerre mondiale, on était coupé de l'extérieur, mais il n'y a pas eu de famine. Et aujourd'hui, les gens ils disent « Ah, c'est pas possible d'avoir l'indépendance, on va crever de faim ». Bien, déjà, merci pour votre intervention. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, justement, c'est 2 systèmes politiques qui sont complètement différents. Et en fait, quand on parle d'indépendance de la société réunionnaise, c'est la peur parce qu'aujourd'hui, on est dans des politiques publiques de dépendance.
C'est-à-dire, on n'a pas préparé le Réunionnais, le Réunionnaise à être autonome. C'est-à-dire, tout ce qui est mis en place en termes de politique sociale de la Réunion, ce sont des politiques sociales d'assistance. Okay? C'est-à-dire, comme pour reprendre les propos d'Amata Yassen, il a mis en place un concept qui s'appelle capacité, c'est-à-dire quelles sont les possibilités d'une population pour évoluer dans sa société. Et du coup, nous, en fait, on n'a pas vraiment de politique publique qui permet aux Réunionnais, comme on dit, de montrer son gaillard, en fait, de montrer ses capacités, ses potentiels. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'indépendance, c'est la peur de perdre tout ce qui dit l'assistance sociale. Parce que derrière, les personnes qui sont dépendantes des aides sociales, ils n'ont pas eu de formation appropriée, dans un premier temps, ils n'ont pas été accompagnés. Et ce qu'on va analyser plus tard, c'est cette logique de dépendance aux aides sociales qui était au tout début pour justement, on va dire, aider la population de survivre, de sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, on est passé dans une autre logique, c'est-à-dire, on va discuter de ça plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est une injonction, les personnes qui sont peu ou pas formées ou qualifiées et qui ont des séquelles coloniales, on leur demande de racheter leur citoyenneté. Aujourd'hui, l'assistance est devenue un droit, c'est-à-dire ils vont travailler pour avoir leurs droits. Et aujourd'hui, ça c'est vraiment une problématique que Ubuntu met au devant de la scène, c'est le fait que on est dans une politique néolibérale qui n'est pas appropriée pour les Réunionnais. Donc là, pour toi, là-dessus, là c'est intéressant, le fait qu'on voit que pendant la Seconde Guerre mondiale, comme a dit Arnaud, justement, il y avait une autosuffisance alimentaire. Toi, tu fais le lien avec l'assistanat social, qui fait que dans la mentalité du peuple réunionnais, eh bien, c'est comme s'ils oublient leur potentiel, que la terre est riche et qu'on peut justement ne pas dépendre des importations françaises ou autres. Et c'est très intéressant et tout ça, on va développer de façon sur l'aspect social. Mais pour revenir à Arnaud, est-ce que tu peux reprendre du coup sur le contexte historique dans ce que tu étais en train de développer? Justement, je te redonne la parole là-dessus. Du coup, après la guerre, il y a eu quand même des besoins matériels que les Réunionnais cherchaient. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une bataille pour la départementalisation. Mais premièrement, cette bataille, elle s'est réalisée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à 10 000 km de la Réunion, par 4 députés de l'époque. Ces députés-là avaient une certaine pensée de l'époque qui était en corrélation aussi avec le système de l'époque. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'assimilation. Mais c'est quoi l'assimilation? L'assimilation, selon Renan, donc c'est un concepteur vraiment de la nation française, il dit que ce qui fait l'assimilation, ce qui fait la nation française, c'est l'envie de créer des grandes choses vers le futur et aussi le fait qu'on a créé de grandes choses par le passé. Sauf que ce Renan-là, il ajoute, et je vais citer Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, il dit très bien: la régénération des races inférieures ou abattardies par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. Il dit également qu'il existe une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bons et humains, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule, comme des nègres ou des Chinois, elle se révoltera. Pour expliquer que l'assimilation, et donc le rapport à la France, est dans une optique de suprématie blanche. La Réunion, dans son histoire, elle a vécu la suprématie blanche à travers l'esclavage et à travers l'engagisme. La départementalisation ne peut pas faire exception à ça. Et là, justement, ce que tu dis est très intéressant parce que quand on parle de départementalisation, on a l'aspect politique, où la Réunion est devenue un département français, mais il y a aussi le côté culturel, où l'assimilation, c'est assimiler la vision du monde du dominant, du colon. Et on a l'exemple du phénomène de la diglossie. La diglossie, c'est quand la langue de la minorité dans une population est mise en avant, contrairement à la langue parlée par la majorité. Et on voit qu'à La Réunion, le français, la langue française a une place importante et que même de la vision des Réunionnais, même quand un Réunionnais parle français, eh bien, ça passe mieux que quand on parle créole. Il y a des parents à La Réunion qui ne veulent pas que leurs enfants parlent créole, etc. Ils veulent que leurs enfants parlent français. Donc, quand on voit justement ce côté assimilationniste voulu par la France, est-ce que pour toi, justement, Arnaud, tu vois un lien, une corrélation, du coup, entre l'assimilation politique avec la départementalisation et le fait que le peuple réunionnais soit aliéné
étranger à soi-même par rapport à sa culture. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Mais déjà, je trouve qu'il y a une drôle de sensation à La Réunion, c'est qu'on est à 10 000 km de la France, mais on se sent français. Par contre, on est à 800 km des côtes malgaches, on est à 1100 km, 1600 km des côtes sud-africaines, mais on se sent moins africain, on ne se sent pas africain. Donc déjà, cette aliénation-là, ça vient du fait que nous sommes département français. Dans l'imaginaire des personnes, on se pense plus français qu'africain, alors que géographiquement, c'est le contraire. C'est ça. Donc, merci bien pour cette introduction, Arnaud. Donc, Alexandre, je vais te donner la parole sur la question de la situation sociale à La Réunion depuis sa départementalisation jusqu'à aujourd'hui. Bon, déjà, c'est un très, très grand sujet, donc on va être un peu succinct. Déjà, merci pour les interventions. J'aimerais rebondir aussi par la suite sur la départementalisation en 1946. Justement, il y a des sociologues qui analysent ça comme le fait que les Rayonnais voulaient être au même niveau, au même statut que le colonisateur, au même niveau que du dominant. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on a de 1663 à 46 à peu près 300 ans de colonisation, et aujourd'hui, on est à 78 ans de départementalisation. L'une des problématiques que nous on pose, c'est l'historicité, c'est-à-dire de comprendre justement comment ces effets se traduisent aujourd'hui dans notre société et comment le politique peut mettre en place des outils pour vraiment améliorer la situation des Réunionnais et Réunionnaises. Et en fait, la départementalisation en 1946, il y avait d'un côté les communistes qui voulaient l'égalité et d'un côté, comme vous étiez en train de dire, la droite qui voulait l'assimilation. L'assimilation totale, c'est quoi? C'est que l'individu se oublie sa culture, son identité pour vraiment incorporer la culture du dominant. Et ça, c'est vraiment le but de l'assimilation. Donc, au lendemain de la départementalisation en 1946, la situation, comme tu as souligné, est vraiment très critique, c'est-à-dire il y avait des épidémies, il n'y avait pas accès à l'eau, l'espérance de vie était de 44 ans. Vous pouvez lire les travaux des historiennes à l'île de La Réunion qui démontrent très bien. Et le rattrapage économique se fait avec Michel Debré. Michel Debré est vu comme un sauveur, c'est-à-dire, encore une fois, la mère patrie qui vient, le père, l'État, c'est le père qui vient sauver les Réunionnais, les Réunionnaises. Donc, il met en place justement l'aménagement du territoire, développement des grands ensembles, etc. Tout ça. Problématique épidémie, problématique d'espérance de vie, la mortalité infantile qui est vraiment très très présente à l'île de La Réunion. Et il y a aussi l'aspect démographique, c'est-à-dire Michel Debré voulait gérer cette démographie et le sociologue Nicolas Rouinsard a très bien démontré dans ses travaux que justement il y avait deux processus. Un, c'était l'avortement et la stérilisation des femmes racisées à l'île de La Réunion. Dans un second temps, c'était le bémidome. Il y a plein d'études là-dessus, vous pouvez commencer à vous renseigner. Ça a duré jusqu'en 1983. Les enfants étaient arrachés de leur berceau d'origine pour pouvoir aller repeupler les territoires français. Et c'était justement... C'est considéré comme un génocide. Exactement. Que la France ne veut pas reconnaître. Exactement. Ça, c'est une réalité aussi qui est importante de dire. C'est-à-dire cet État soi-disant qui disait il allait nous donner l'égalité, a commis des crimes contre nous, des crimes de génocide, déportation d'enfants qui font partie d'un peuple, les amener à un autre endroit, les couper de leur famille, etc. Ça fait partie des critères du génocide sur le plan international, du droit international. Exactement. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est toujours l'injonction. C'est-à-dire, même dans la période coloniale, la France prônait justement des valeurs de la Révolution française, c'est-à-dire les droits des hommes, etc. Tout ça. Donc, ça a toujours été cette injonction-là. C'est-à-dire, il faut savoir aussi que dans la colonisation, il y a eu aussi des propagandes. C'est-à-dire, c'était la civilisation des sous-espèces. Il y a plein de travaux là-dessus, en anthropologie, en sociologie, etc. Dans les universités de France, il y avait une matière qui s'appelait l'anthropologie physique, c'est-à-dire on étudie le cerveau du noir pour démontrer qu'il était inférieur à la race blanche. Et c'était le concept de diversité culturelle. La diversité, plusieurs cultures, et on va dire que cette montée en généralité, c'était le blanc, monothéisme, une seule culture, la religion chrétienne, etc. Tout ça. Et pour revenir sur la question, le contrôle de la démographie, est-ce que selon vous, là je pose la question à toi, mais aussi à Akili, est-ce que selon vous, ça faisait partie de cette stratégie coloniale pour maintenir la Réunion sous domination française? Parce que tu as parlé du boomidom, tu as parlé de la stérilisation des femmes réunionnaises, mais il y a aussi l'ordonnance Debré qui visait là des fonctionnaires réunionnais, mais qui étaient éveillés et qui dérangeaient le système de par les pensées, les idées qu'ils diffusaient. Et d'ailleurs, justement, l'ordonnance Debré, il y a eu aussi Ponama qui a été touché par ça. Et Ponama qui est une figure de l'indépendance réunionnaise. Alors, du coup, la question ici, c'est
Est-ce que, selon vous, cette question du contrôle de la démographie, c'était aussi pour essayer d'empêcher la montée de la question autonomiste, voire indépendantiste dans notre pays? Donc, Alexandre, comment tu vois ça? Déjà, dans un plan historique, la gestion de la démographie, c'était un problème parce que c'était justement, comme ils ont dit, c'était comment éviter la prolifération des sous-espèces et comment gérer justement cette jeunesse qui a peu d'accès, qui a peu de possibilités, c'est-à-dire accès au travail, accès à l'emploi, etc. Tout ça. Et aujourd'hui, juste pour faire un parallèle, après je vais répondre à ta question, on continue avec le BEMIDOM. Le BEMIDOM, il y a aussi la DOM. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez, aujourd'hui c'est emblématique, nous en tant que jeunes Rayonnais, Rayonnaises, on est à 10 000 km de notre pays, de notre nation, on est en train de parler français parce que l'IA ne reconnaît pas le créole et on est formé ici. Okay? Donc, aussi, on parle français pour que nos frères aux Antilles, les frères africains comprennent justement ce qu'on est en train de dire. Exactement. Et ça, c'est important de dire, on ne parle pas français pour faire le colon, voilà, celui qui connaît, mais c'est pour aussi parler à notre communauté qui est dans ce combat-là. Exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire la gestion de la démographie, c'est un gros problème à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, si on regarde, la population réunionnaise est vieillissante. C'est-à-dire, d'ici 2050, il y aura autant de vieux qu'autant de jeunes. Les rapports de la Cour des comptes, de l'INSEE, etc. Tout ça. Donc, même d'un point de vue international, c'est-à-dire, on va prendre un point de vue, le territoire français, comment on gère les flux migratoires, etc. Donc ça, la démographie, on va dire, cette gestion-là, c'est un point de vue international. C'est pas un point de vue, on va dire, spécifique à la France ou à la Réunion, etc. Tout ça. Mais la question que moi, j'aimerais éveiller aux politiques à l'île de la Réunion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire quand on aura autant de vieux à l'île de la Réunion, quel type de politique publique on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire pour la jeunesse, est-ce qu'il y aura justement des possibilités comme nous, des jeunes Réunionnais, Réunionnaises ou autres qui sont à l'extérieur de leur territoire, est-ce qu'on a la possibilité de rentrer? Comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une fuite de cerveau à l'île de la Réunion? Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une fuite de cerveau? Et moi c'est plutôt ces questions-là au niveau de la thème démographie, c'est-à-dire que quand Ubuntu va se poser aussi, c'est comment on va faire justement pour réguler, comment donner une place aux jeunes, comment accompagner bien sûr nos aînés qui sont dans cette situation-là. Ok, super. Akili, justement, par rapport à la question de la démographie, est-ce que selon toi, c'était une stratégie coloniale pour nous maintenir sous sa domination? Moi, clairement oui, parce que déjà, ça vient du fait que on va dire, l'occidental est en insécurité. En insécurité face au nombre des personnes qui sont du sud global. On le voit très bien. Macron, il annonce un réarmement démographique. Oui. Donc, à partir du moment, il sait très bien que les BRICS sont en train de prendre de l'ampleur et que grâce à leur nombre, à leur poids démographique, ils impactent le marché mondial, ils impactent la finance mondiale. Donc l'occidental, depuis le départ, a été en insécurité face à l'importance des personnes qu'il colonisait. Et par exemple, il y a aussi à Mayotte, en ce moment, une politique antinataliste envers les femmes comoriennes. Et c'est toujours dans cette optique de contrôle du sud global par les puissances aussi extérieures. Bien sûr. Mais j'aimerais juste rebondir là-dessus par rapport à ça. Il faut comprendre aussi cette injonction, c'est-à-dire c'est le contrôle du corps de la femme. C'est-à-dire c'est ça aussi, pour positionner ça, c'est-à-dire le contrôle de la femme racisée. C'est-à-dire pendant cette période-là, quand on disait justement qu'il fallait diminuer, il fallait mettre en place des politiques de stérilisation, de contraception, etc. Michel Debré prenait en hexagone une politique autre qui était différente de ce qu'il prenait justement dans les Outre-mer. Bien sûr, mais ça c'est important de dire, c'est-à-dire que cet État qui se présente comme État des droits de l'homme, en réalité, quand il s'agit de leurs intérêts géostratégiques, géopolitiques, exactement. Eh bien, ils ne respectent pas les valeurs qu'ils prônent. Donc, merci bien Alexandre pour ces différents points-là. Pour revenir à Akili sur la question économique, qui est un volet important, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi économiquement aujourd'hui la Réunion est encore une colonie française? Économiquement, déjà j'aimerais dire que la Réunion déjà connaît un impérialisme économique. Dans quel sens? C'est-à-dire que par exemple, on est dans une extra-dépendance vis-à-vis de la métropole. C'est-à-dire que dans notre balance commerciale, elle est largement déficitaire. Je crois qu'on apporte peut-être 80% de nos produits de la France métropolitaine, hexagonale. Donc déjà, là, il y a un problème. Il y a un problème aussi quand on voit les monopoles qui existent à La Réunion, les monopoles commerciaux. Par exemple,
Exactement, il y a ce type de monopole-là, ce qui fait que les prix vont augmenter. La question de la vie chère à La Réunion, c'est pas forcément à cause de l'octroi de mer, c'est pas forcément à cause d'autres facteurs, c'est à cause du manque de compétition entre les différents monopoles commerciaux. Et ça, il faut aussi conscientiser la population sur ça, de dire que, en fait, c'est parce que l'État laisse faire la monopolisation de certains acteurs sur le territoire qu'il y a ce problème de vie chère, notamment quand on sait qu'il y a la vie chère pour les fonctionnaires et pas pour la majorité de la population réunionnaise. Exactement, c'est une vraie Donc, question. ce qui crée des inégalités sociales au sein même du territoire. Et ce sont des inégalités sociales qui ne sont fondées sur aucun jugement, aucune justification. Et d'ailleurs, c'est bien le côté que tu as dit par rapport à la vie chère qui est un point important. Il y a le rapport de la Cour des comptes qui dit que l'octroi de mer est important dans le processus de la vie chère à La Réunion, mais aussi dans les autres DROM. Et on voit que des politiciens, la classe politique réunionnaise, tout d'un coup s'unit pour dire non, il ne faut pas revoir, réformer l'octroi de mer. Et on voit que la classe politique réunionnaise s'allie avec la classe des affaires, la classe économique. Moi, je trouve ça bizarre particulièrement quand ils s'associent comme ça et qu'ils défendent, ils disent non, il ne faut pas toucher à l'octroi de mer, tout en sachant que dans le rapport de la Cour des comptes, il est dit qu'il y a un manque de transparence, c'est-à-dire par rapport à la gestion de cette ressource financière-là. Maintenant, quel est votre avis là-dessus, par rapport à l'octroi de mer? Quelle est votre vision là-dessus? Et est-ce que vous trouvez pas bizarre un peu que tout d'un coup, là, toute la classe politique, soit de droite, de gauche, et en même temps, les capitalistes à La Réunion, s'unissent comme ça pour dire « touchez pas à l'octroi de mer », alors qu'il y a un manque de transparence aussi derrière. Donc voilà, Alexandre, est-ce que tu veux répondre là-dessus? Après, par rapport à ma position, c'est un sujet assez complexe, mais juste pour donner un petit parallèle, c'est comment est structurée la politique économique à l'île de La Réunion. Il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Provini, qui fait du droit public à l'île de La Réunion. Il a mis en avant les stratégies de clientélisme. Et il a mis en avant comment, justement, le politique en place, excusez-moi l'expression, mendier pour avoir des subventions auprès de l'État. C'est-à-dire parce que comment on touche les subventions des collectivités territoriales, parce qu'on a besoin de ça, etc. Parce qu'en fait, on ne pense pas l'aspect politique à l'île de La Réunion pour nous-mêmes, et c'est à travers de l'État français. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre que l'ingénierie politique à l'île de La Réunion n'a pas été construite par les Réunionnais. Okay, c'est-à-dire les collectivités territoriales, la région, le département français, l'octroi de mer, les aides sociales, etc., ne proviennent pas de la Réunion elle-même. Il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, on pense à travers l'État français. Et même dans tout ce qui dit au-delà de l'aspect octroi de mer, dans tout ce qui dit l'ingénierie de la mise en œuvre des politiques publiques, on passe par des agences parce qu'on n'a pas les spécificités, on n'a pas souvent les compétences, parce qu'on n'a pas pensé, et ce n'est pas nos outils. D'accord, ok. Merci bien pour... D'où l'affolement quand on touche le droit de mer, quand on touche ça, etc. Et donc, pour vous donner la parole à Arnaud là-dessus, sur tout point de vue justement sur l'octroi de mer et le fait que tout d'un coup on voit la classe politique qui s'unit pour défendre ça, et avec en même temps les chefs d'entreprise de La Réunion. Déjà, l'octroi de mer, ça sert à financer les mairies. D'accord, donc ça c'est important aussi, comme tu as dit, pour les politiques de la mairie. Moi, j'aimerais surtout rebondir sur la structure économique de l'île de La Réunion. C'est-à-dire que l'octroi de mer, c'est pour, on va dire, mettre du ciment sur les fissures qui existent par la structure économique de l'île. Qu'est-ce que j'entends par structure économique? Déjà, il faut savoir que depuis la départementalisation, il y a eu, on va dire, un problème de chômage structurel de l'île. Ce chômage structurel de l'île, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'un marché du travail qui est inefficace. Inefficace dans quel sens? C'est-à-dire que l'industrie réunionnaise, elle est encore dans une nostalgie coloniale. On ne produit seulement que du rhum ou des choses comme ça, ou très peu de choses qu'on peut exporter. On est dans une monoculture de canne à sucre. Donc ça aussi, ça n'aide pas aussi au développement économique de l'île. Comme je l'ai dit, on est dans une balance déficitaire. Donc on perd des ressources économiques, mais également il y a aussi l'école républicaine qui a son rôle à jouer dans, on va dire, le développement de l'île par la suite. Qu'est-ce que j'entends par école républicaine? C'est-à-dire que parce que les personnes parlent créole, ils auront du mal à l'école, on va dire, républicaine, dans le sens où il est plus facile d'avoir la culture française et de réussir scolairement.
Ce qui fait que les personnes qui parlent créole ou qui n'ont que le créole comme langue première, ben, ils vont partir alimenter un marché du travail qui est plutôt de l'ordre du prolétariat. Donc ce qui divise déjà la société réunionnaise. Et que ce marché du travail, il est déjà pas assez développé, parce que comme on a dit, il y avait un manque d'infrastructure, mais surtout que ça va engranger une masse de chômeurs. Et cette masse de chômeurs, elle va alimenter l'assistanat social. Et c'est pour ça en fait que le problème de la Réunion, c'est plus la structure économique. C'est pas forcément l'outre-mer, c'est la structure même. C'est comment on pense l'économie à la Réunion. C'est ça. Et comment aussi, du coup, cette masse de personnes réunionnaises, ben, elle sert aussi de main-d'œuvre bon marché pour le marché métropolitain. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est toujours dans, entre guillemets, la déportation d'individus pour alimenter le marché du travail métropolitain à travers des institutions. Ça a d'abord été le BIMIDOM, mais maintenant c'est l'ADOM, on a la continuité territoriale. Et maintenant on a aussi des enjeux concernant ça. Beaucoup de Réunionnais se plaignent, ils se disent pourquoi on va pas forcément, on va en France, on nous aide, on nous donne 1 000 € pour nous installer, on paye toute notre formation, mais quand on veut retourner à la Réunion, et puis il n'y a plus rien. Donc il y a ça aussi, cette problématique à soulever. Merci bien pour ton intervention là-dessus. Tu as dit un mot important, l'assistanat social. Ça me permet de rebondir et donner la parole à Alexandre sur la question sociale. Selon toi, en quoi les aides sociales attribuées aux Réunionnais sont-elles un frein pour l'indépendance de la Réunion? Super. Déjà, ça, c'est vraiment un élément très important. On pourra voir ça dans l'historicité. C'est-à-dire esclaves, engagés, département français, pauvres. Voilà la lignée. Voilà, ça veut dire cette continuité-là. Il faut savoir quelque chose, c'est que, justement, pour faire un lien avec l'assistance. Et l'assistance se pose aussi, justement, sur les questions des compétences et de la formation. Ouais. C'est-à-dire, quand il y a eu, justement, pendant cette période de 1946 à 2000, sinon les études de l'INSEE, c'est-à-dire la départementalisation en 1946, en 1970, il y avait 1% de la population qui était diplômée. Et c'était majoritairement des colons ou les enfants des dominants sur l'île de la Réunion. Et du coup, il faut juste regarder en arrière. Ça veut dire, si vous discutez avec vos parents, votre grand-mère, si vous avez encore de la chance d'avoir des grands-mères, votre grand-mère, votre grand-père, et si vous avez la chance de votre arrière-grand-mère. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, l'école n'a pas été construite pour nous. Il y a un livre super intéressant qui s'appelle L'école aux colonies, c'est-à-dire, dans un premier temps, il y a les savoirs savants, ça c'était pour les dominants, et pour justement la rhétorique, la philosophie, l'écriture. Dans un second temps, ils appellent ça les savoirs non savants, les savoirs populaires, c'était utilisé à main, savoir manuel à main. Et du coup, en fait, pendant longtemps, c'est-à-dire le père, le garçon, tu reprends le travail du papa, le moment, le petit-fils, tu restes comme la maman dans le foyer. Ça a duré pendant longtemps, très très longtemps. Et du coup, justement, il y a beaucoup de travaux sur la reproduction sociale des inégalités. C'est-à-dire justement comment la famille transfère justement des compétences, des savoirs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu'on a une problématique à l'île de la Réunion, c'est-à-dire on a des personnes qui maîtrisent la culture dominante. C'est-à-dire la France est arrivée avec une culture dominante. Et ils ont nommé notre culture la culture populaire, la culture du peuple. Et ceux et celles qui ne maîtrisent pas la culture dominante, comme tu as dit, le français, l'écrit, la parole, etc., ils sont disqualifiés sur le marché du travail. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur la question de l'assimilation culturelle. Exactement. Et du fait que la colonisation, c'est qu'un peuple perd son identité. Exactement. Et qu'on lui impose un cadre, le cadre du dominant, mais qui ne lui correspond pas. Exactement. Et après, ça crée, comme tu dis, l'échec scolaire, etc. Le fait qu'on soit aussi marginalisé lorsqu'on n'adopte pas les codes et les valeurs du colon. Exactement. Et juste pour continuer là-dessus, pour ne pas faire aussi un monologue, c'est-à-dire il faut comprendre l'assistance à l'île de la Réunion sur plusieurs aspects. Nicolas Rouinsard, il a analysé justement le RMI, comment justement les personnes qui travaillaient dans le Chonkan, comme on disait, c'est-à-dire la difficulté du métier, justement, le RMI est là aussi pour soulager, et c'était aussi pour justement les stratégies de survie, revenu minimum d'insertion. Là, c'était vraiment l'assistance. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une société, et c'est ça le paradoxe, en fait, que j'essaie de comprendre, justement, j'essaie d'analyser, et que les politiques publiques à l'île de la Réunion dysfonctionnent réellement, c'est-à-dire, on sait les problématiques à l'île de la Réunion, et en fait, on est en train de mettre en place une politique néolibérale, c'est-à-dire, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont bénéficiaires du RSA,
78% de la population qui touche des aides de la CAF, selon les études de l'INSEE, etc. Tout ça. Et pour aller encore plus loin, Serge Pogam, un sociologue, a dit « Toute personne qui est assistée dans une société est considérée comme pauvre ». Hein? D'accord? Ça, c'est la définition de Zimmer. C'est-à-dire, juste pour finir là-dessus, pour rebondir, il y a deux aspects. L'assistance, c'est pour les politiques clientélistes, c'est-à-dire le politique en place, vote pour moi, je te donne un travail. Okay? Les moyens d'évoluer de la société rayonnaise. Soit si on est dominant, on maîtrise la culture dominante, le français, etc. Tout ça, on passe des concours et on évolue, on a des diplômes. Soit on ne maîtrise pas la culture dominante, donc c'est difficile pour nous, on va avoir des emplois précaires, CDD, contrat PEC, contrat jeune, on va revenir aussi à la question de la jeunesse. Soit, dans un second temps, on a un capital social, c'est-à-dire on connaît le politique, donc on va avoir un contrat de la mairie en tant que fonctionnaire catégorie C, parce que pour nommer une personne en tant que catégorie C, on n'a pas besoin de concours. Okay? Donc, c'est-à-dire, tu votes pour moi, je te donne un travail, je te fidélise et tu es soumis à ma politique. Exactement. C'est ça qui se passe en fait. Donc il faut analyser ça comme ça. Et justement, juste pour finir, le politique à l'île de la Réunion, ils utilisent l'assistance dans une forme de domination et ça permet aussi de réguler la situation à l'île de la Réunion. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté, de chômage et de discrimination sociale et l'assistance est là pour réguler tout ça dans la société. D'accord, voilà. Merci bien. Et tu as dit un terme assez intéressant, politique néolibérale. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est la politique néolibérale et son application à la Réunion? Justement, en fait, il faut, dans les années 70-80, ça s'appelle le tournant néolibéral. Voilà, c'est-à-dire, ça vient des États-Unis. Là, comme par hasard, quand on emporte des concepts et des méthodes états-uniennes, on dit rien. Hein, on fait rien, mais par contre, quand on amène d'autres concepts comme intersectionnel, race, etc., là, il y a des problèmes. Bon, ça, c'est un choix. Une idéologie, comme on dit. Donc, du coup, il y a ce tournant-là, et c'est ça la difficulté, et c'est ça qui a détruit aussi, je veux dire, le lien à l'île de la Réunion. C'est Margaret Thatcher, vous savez très bien c'est qui. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. On enlève la notion de société pour mettre la notion d'individu. Ça veut dire l'individu, il est seul, il est unique, et c'est lui-même qui a à sa charge sa propre responsabilité. Alors qu'à l'île de la Réunion, de base, c'était des stratégies familiales, des stratégies d'entraide. Bien sûr, dans une période où il y avait l'extrême pauvreté, c'était aussi pour des questions de survie. Mais aujourd'hui, on met ça en place. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, la politique néolibérale, c'est quoi à l'heure actuelle? Et c'est marrant parce que le politique à l'île de la Réunion, ça se voit qu'il ne pense pas par lui-même, mais il pense à travers la France. Parce qu'il n'analyse pas la situation néocoloniale et séquelles coloniales. Avant, c'était le welfare, l'État-providence, on aide. Aujourd'hui, c'est le workfare, c'est-à-dire on te donne de l'assistance, mais tu es redevable. Exactement. On te donne des choses, mais tu es redevable, alors que de base, tu n'as pas une bonne formation. De base, où tu n'as pas formé. De base, où tu as imposé une culture. Mais quand tu as des aides pour survivre et non pour vivre, tu es redevable. Donc, pour être redevable, c'est quoi? Ça passe par plusieurs trucs. Au niveau de la jeunesse, le service civique. C'est-à-dire, tu vas travailler, tu vas faire du travail, mais tu ne vas pas payer, mais on va dire c'est des immersions. Il y aura le bénévolat. Et il y aura aussi l'aspect droit, mais sous condition. Et c'est la logique d'activation. On va activer les politiques publiques. Donc, il y a un exemple. Actuellement, exactement. Je pense que je peux développer là-dessus. Le RSA, il y a une expérimentation à La Réunion que le président du département va accepter. C'est que maintenant, pour avoir le RSA, il faut faire des heures de travail. Exactement. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Alors, justement, il y a un truc que tu dis. Toute politique publique commence par expérimentation. L'expérimentation se fait dans les quartiers prioritaires et dans les outre-mer. Ça veut dire on va expérimenter la réussite éducative, pour pas dire échec scolaire, etc. Toutes les politiques publiques vont être utilisées dans les quartiers, on va dire, et les territoires qui ont des difficultés socio-économiques. Okay? Maintenant, c'est quoi la problématique? Selon le rapport de la Cour des comptes en 2022, 60% des bénéficiaires du RSA sont des femmes. Donc ça se pose la question de la place de la femme à l'île de la Réunion, dans un premier temps. Dans un second temps, ce rapport de la Cour des comptes nous dit quoi? Que majoritairement, les personnes qui bénéficient du RSA n'ont pas un accompagnement approprié et que la collectivité qui a en charge le chef de file de l'aide sociale à l'île de la Réunion n'évalue pas ses actions. Donc ça pose aussi des problèmes. Ah oui, pas de problème. Pour continuer là-dessus, ce qui s'est démontré dans le rapport de la Cour des comptes que justement les personnes au RSA, ça s'appelle aussi la nouvelle forme de pauvreté. Une nouvelle forme de pauvreté, c'est quoi? C'est les travailleurs pauvres. C'est-à-dire les personnes au RSA, ils vont travailler, mais comme ils ont peu de capitaux dans un point de vue symbolique ou culturel avec du diplôme, ils vont avoir des emplois précaires, CDD, etc. Tout ça.
Puis après cet emploi-là, ils vont aller dans un temps de chômage. Et après le chômage, vu bien sûr maintenant aujourd'hui, c'est une politique où être chômeur dans cette société, c'est mal vu, alors qu'on a des difficultés d'emploi, ben ils vont où? Dans l'assistance. Ça veut dire ils font ce boucle-là. Travail précaire, chômage, RSA. Donc là, encore une fois, ça montre qu'on ne pense pas pour les rayonner. Bien sûr. Concrètement. Et là, ça rentre complètement dans ce cadre-là, dans ce modèle néolibéral, comme tu dis, qui a été mis en place par l'État français et qui est que l'économie est une économie de service, désindustrialisation de notre pays, donc pas d'emploi. Après, parce que après pour avoir un poste, on va dire, pour pouvoir vivre bien, dignement à La Réunion, ben, il faut justement assimiler les codes du dominant, etc. Et ça, c'est toute la problématique, c'est-à-dire le modèle qu'il faudra mettre en place en alternative. Juste pour finir, après, pour là-dessus, il y a cette logique où tu dois méritocratique, c'est-à-dire que tu dois mériter tes droits. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi, il faut faire attention aux compétences psychosociales, c'est des compétences individuelles. Et nous, en fait, notre politique qu'on veut mettre en place, c'est une politique qui est collective, c'est-à-dire remettre le collectif au centre, remettre cette solidarité qu'on avait à l'île de la Réunion au centre, et pas justement diviser, parce qu'aujourd'hui, c'est une division. La classe moyenne qui va accuser les pauvres de ne pas travailler, etc., tout ça, et c'est inégal parce que moi, je travaille, je paye des taxes, et les riches vont dire, ben, la classe moyenne, et vous les fonctionnaires, vous êtes des paresseux. Voilà, c'est ça. Et on met tout en place une politique à l'île de la Réunion qui est favorable justement aux élites, à l'oligarchie, et non pour les Réunionnais et les Réunionnaises. C'est une minorité. Voilà, exactement. Et comme tu as dit, nous, notre vision politique, l'alternative que l'on veut proposer, c'est que tous les Réunionnais puissent justement vivre dignement et avoir du travail, etc. Ça, c'est très important. Et on voit que le modèle, depuis 1946, nous mène pas à ça, mais produit autre chose, plus de la précarité. Juste pour rebondir, après on va donner la parole à Akili. Dans un premier temps, il y a eu un développement du territoire, c'est-à-dire on ne va pas s'approprier l'histoire du colonisé, même si on est dans une période néocoloniale. Mais vous voyez toute cette pseudo-modernité de la Réunion, accès à l'eau courante, à Internet, à plein de choses, etc. En fait, tout cet aspect-là, tout ce pseudo-confort qu'on a, tend à cacher les inégalités. C'est-à-dire, regardez, on a tout ça. Mais en fait, quand on regarde plus profondément ça, il y a un malaise. Oui, ben, comme je dis souvent, on est sous assistance respiratoire, sous perfusion. Et c'est à nous, justement, de faire en sorte qu'on ne soit plus sous cette assistance respiratoire-là. Exactement. Maintenant, je vais donner la parole à juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Déjà, je pense qu'il faut quand même faire le constat du sous-développement économique du territoire, mais que ça prend ses bases dès la départementalisation. Voilà, dans le sens où la départementalisation de la Réunion était à un niveau, on va dire, de pré-développement, entre gros guillemets, pré-développement. Pourquoi je dis pré-développement? Parce qu'il n'y avait pas les conditions matérielles d'existence très très avancées, donc on était dans une pauvreté matérielle, pauvreté infrastructurelle. Et comment on a fait venir ces financements ici à La Réunion? On l'a fait passer par l'État. Donc l'État a d'abord financer la région, le département de La Réunion. Il me semble qu'en 1948, les dons de l'État étaient de 150 millions de francs CFA. 12 ans après, ils ont été de 1 milliard de francs CFA. En même temps, l'État est devenu le premier employeur à un moment de La Réunion. C'est-à-dire que l'économie de La Réunion s'est basée sur une économie de services, dont l'administration, l'État et le fonctionnariat. L'administration et les services occupent une place prépondérante dans l'économie réunionnaise. Ce qui fait en fait que La Réunion, dans son type de fonctionnement économique, elle n'arrive pas à générer de la richesse et du coup est condamnée à être dans un assistanat et dans aussi une source de financement éternel par rapport à l'État français, mais également maintenant avec l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui aussi soutient beaucoup de projets menés par le département et la région. Et d'ailleurs, justement, pour continuer sur le terrain économique, Akili, est-ce que tu peux nous parler du potentiel économique d'une Réunion indépendante, s'il te plaît? Déjà, il faut comprendre que nous sommes dans un territoire, nous sommes dans un espace géographique extrêmement riche. C'est-à-dire que la Réunion, sa richesse, c'était peut-être pas qu'elle a des sous-sols en or, tout ça, mais sa première richesse, c'est sa forêt. La connaissance des plantes qu'on a et qu'on a héritées de nos ancêtres, qui viennent d'Afrique, de Madagascar et d'Inde. Donc ça, c'est important aussi de se souvenir, et que les plantes qu'on utilise à La Réunion sont étudiées par les grandes entreprises pharmaceutiques françaises. D'ailleurs, je pense qu'on pourra mettre une vidéo en description. Il faut comprendre que Madagascar est une terre extrêmement fertile, extrêmement riche. Il y a beaucoup de minerais stratégiques
qui sortent de Madagascar et qui sont pillés par certaines multinationales pour aller être transformés par les grandes puissances impérialistes, qu'ils soient en Occident ou qu'ils soient à l'Extrême-Orient. Également, il faut comprendre que il y a aussi le développement par la pensée, par l'économie, on va dire l'économie de la connaissance. À partir du moment où les populations, où les institutions que fréquente la population réunionnaise n'est pas faite pour eux, à partir du moment où il y a, on va dire, un sous-développement par rapport à l'économie de la connaissance à La Réunion, et ça commence dès l'école. Dès lors, il est impossible de, par exemple, baser sa structure économique sur par exemple, l'industrialisation, sur le fait de fournir des brevets. Alors que si on part dans le canal du Mozambique, les Américains, les Chinois, les Français utilisent le système marin pour copier les éléments naturels pour ensuite sortir des brevets et puis capitaliser sur ces brevets-là. Donc, premièrement, à La Réunion, on a la chance d'être sur une route géostratégique entre l'Afrique et l'Asie. Deuxièmement, à La Réunion, on a la chance d'avoir Madagascar qui peut nous servir de grenier aussi bien alimentaire que aussi des minerais précieux. Et troisièmement, on a des capacités intellectuelles qu'il faut aussi soutenir par une bonne compréhension et surtout par une bonne éducation. Et l'éducation, du coup, ça passe aussi par une réforme du système républicain français qu'on a actuellement. Okay, ouais. Bien sûr. Merci bien. Et d'ailleurs, sur le terrain éducatif, on sait très bien que pour pouvoir changer le modèle en place actuellement, en réalité, il nous faudra un changement de statut. On ne peut pas rester dans ce statut de département français avec tout le côté assimilationniste que vous avez évoqué, qui fait que le peuple est dépossédé de lui-même. Ça, c'est important. Et d'où la question du politique, la question de prendre le pouvoir politique. Et c'est pour ça que Ubuntu défend l'indépendance de son pays, La Réunion. Et pour nous, ça nous permettra de mettre nos propres institutions en place. Et là, le côté de l'école, c'est important, on sait très bien. Et c'est pour ça, en fin de compte, il faut qu'on sorte de ce système-là, dans tous les domaines, pour mettre en place notre propre système. Et maintenant, moi, j'ai aussi une question pour Alexandre, sur le terrain de la politique sociale. Est-ce que toi, tu as une idée d'une politique sociale à mettre en place ? Justement, pour rebondir là-dessus, c'est complexe, et ça, justement, il faudra travailler pour penser cette politique sociale-là. Mais à l'heure actuelle des choses, les politiques sociales à l'île de La Réunion ne sont pas faites pour rendre les individus indépendants. C'est ça qui est très important. Et au-delà du point de vue statutaire qui peut faire peur aux Réunionnaises, c'est déjà l'indépendance en termes d'emploi, l'indépendance en termes de culture, l'indépendance d'un point de vue, de sortir de cet état misérable, on va dire, parce que la société est basée sur le travail et non sur l'assistance. Juste pour rebondir, quand tu parles d'indépendance en termes d'emploi, est-ce que tu peux développer cette idée-là ? Parce que y a des personnes qui pourraient croire que Ubuntu prône l'auto-entrepreneuriat. On sait très bien que pas tout le monde va devenir entrepreneur. Moi, je parle plutôt de création d'emplois. Mais quand tu parles d'indépendance par rapport à l'emploi, est-ce que tu peux expliquer ça, s'il te plaît, Alexandre ? Par rapport à l'emploi à l'île de La Réunion, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a des très petites entreprises à l'île de La Réunion. Et une minorité, comme Akili a dit, qui possède justement une oligarchie plutôt, qui possède tous les grandes industries. Et en fait, penser l'emploi à l'île de La Réunion est quelque chose de très complexe parce qu'on a des personnes qui ont le monopole. D'un point de vue économique, d'un point de vue des ressources et d'un point de vue social. Tu veux dire sur le modèle de l'emploi, en fin de compte. C'est ça, tu veux dire, c'est-à-dire que les Réunionnais puissent décider de la politique de l'emploi qui doit être menée dans leur pays. Exactement, c'est très important parce qu'aujourd'hui on est dans une économie de service. On crée des projets pour réguler la société parce qu'on essaie de bricoler. Les politiques d'insertion insèrent plus les personnes qui ont des diplômes que les personnes qui doivent être bénéficiaires. Okay? Donc ça c'est une réalité. Donc c'est ça la problématique. Et nous, il faut trouver des alternatives. Mais j'aimerais rebondir justement sur deux choses. Le RSA a été recentralisé au niveau de l'État. C'est-à-dire, le département de l'île de La Réunion ne prend plus à charge le RSA parce qu'il y a des inégalités territoriales et c'est un coût trop lourd. Donc ça montre encore justement cette logique de dépendance à l'État, d'un point de vue économique. Dans un second temps, la politique néolibérale a mis l'emploi comme type d'emploi au niveau de la jeunesse, parce qu'il y a à peu près 46 000 NEET, ça veut dire les jeunes sans emploi, sans formation ni qualification à l'île de La Réunion, 50 000, c'est ce qui est recensé, on les appelle les invisibles. Okay. On ne les voit pas, mais on les nomme les invisibles.
Et du coup, en fait, on fait quoi? On met, pour ces jeunes-là, comme j'ai dit, le contrat civique, le bénévolat, mais aussi de l'apprentissage. C'est-à-dire l'apprentissage au bas niveau comme politique de l'emploi, c'est pour résorber l'inactivité des jeunes. OK? Et sur les 10 personnes qui sont peu dotées, qui ont peut-être un BEP ou un bac, etc., qui vont aller en apprentissage, sur les 10 personnes, il y aura 2-3 qui vont réussir. Les autres, ils vont faire pour l'emploi, etc., tout ça. Donc, il y a une politique, justement, d'apprentissage qui se met en place. Et il y a, comme tu as dit, il y a une politique d'entrepreneuriat. Pour lutter contre la pauvreté à l'île de la Réunion, on va mettre, encore une fois, l'individu face à ses responsabilités, donc il va devenir quoi? Entrepreneur. Ouais. Hein? Il va créer sa micro-entreprise, etc., pour sortir de la pauvreté. Ça, le modèle d'emploi de la Réunion, actuellement, c'est ça. C'est l'apprentissage pour résorber l'inactivité des jeunes, Et l'entrepreneuriat. le service, c'est-à-dire la fonction publique, etc., tout ça. Et c'est ça aussi, il faut prendre en compte. Et j'aimerais finir sur des propos. C'est quelles sont les perspectives des jeunes à l'île de la Réunion? Quand on parle de ça, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, un jeune, quand on regarde sa situation, c'est comment il va se projeter de l'avenir, c'est-à-dire quelle projection il a dans l'avenir. Bien sûr. Okay. Dans un second temps, c'est aussi quelle est sa place dans la société réunionnaise, quel type d'accompagnement qui est mis en place. Ça, c'est au niveau de la jeunesse. Au niveau des personnes qui sont dans l'assistance, travailler 15 heures par semaine. Quelle est la différence? Est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est de l'esclavage moderne? Là, tu parles de ceux qui touchent le RSA. Le RSA, exactement. Ça va appliquer ça. Quelle est la place de la femme à l'île de la Réunion? Quand il pose une question, c'est-à-dire il y a justement beaucoup de familles monoparentales à l'île de la Réunion et c'est la place de la femme. Maintenant, nous, Ubuntu, c'est comment on pense ça? Quel type de politique publique on met en place? Exactement. Dans un premier temps, je pense déjà qu'il faut mettre en place une démocratie participative, faire participer la population à la construction de la cité. Pas les démocraties, on va juste voter, etc., pour que le même donne un emploi. C'est plus viable. Au niveau de la jeunesse, comment peut-être on peut mettre en place, comme mon prof Camille Peigny a dit, une politique de la jeunesse. C'est-à-dire, on peut mettre en place dans chaque territoire, par exemple dans une commune, dans chaque quartier, commission jeune. Avec un jeune élu dans chaque quartier. C'est des suppositions. Au collège, pareil, etc. Il y a un truc aussi qu'on oublie, c'est la faiblesse de l'éducation populaire au sein des quartiers. Ubuntu doit remettre l'éducation populaire au sein des quartiers. C'est-à-dire comment développer la transversalité, la collaboration entre les différents partenaires associatifs, etc., pour mettre en place des actions au sein même des territoires. Donc, éducation populaire, démocratie participative, il y a plein d'actions qu'on pourrait mettre en place. Relations intergénérationnelles, c'est-à-dire comment transmettre l'histoire, etc., tout ça. Il y a vraiment une politique possible à l'île de la Réunion. Comment mettre en place? Actuellement, il y a des politiques publiques de mentoring, de mentorat, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes accompagnent un jeune au sein des quartiers prioritaires, c'est-à-dire l'accompagnement, l'aide aux devoirs, etc., tout ça. Il faut savoir aussi que, justement, pas l'aide aux devoirs qu'on met en place avec les dispositifs pour les pauvres, en attendant que les riches vont faire l'aide aux devoirs dans des cabinets privés, etc. Quel type d'accompagnement on donne? C'est-à-dire, quels moyens de garde on donne, justement, aux familles qui n'ont pas, c'est-à-dire les parents qui sont justement les bénéficiaires de l'aide sociale, au lieu de surveiller leurs enfants, on peut trouver des moyens de garde pour qu'eux, ils ont la possibilité de prendre du temps et de trouver un emploi, de les former, de les accompagner. En fait, c'est cette question-là qui manque à l'île de la Réunion. Comment on travaille ensemble, mais ça collectivement. Et je pense que Ubuntu, en tant que politique publique qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour les Réunionnais et Réunionnaises, c'est ça. C'est-à-dire la politique éducative, c'est-à-dire même l'aspect scolaire et extrascolaire, périscolaire, comment on développe ça, etc. Bien sûr. Je pense que c'est ça qui peut vraiment éveiller les Réunionnais. Ça, c'est important. Akili, comment tu vois ça, mon frère? Moi, je vais rebondir sur la partie de l'éducation. L'éducation, ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans un bain culturel qui ne favorise pas notre identification à ce qu'on apprend. C'est-à-dire que, je sais pas, on va me faire apprendre un poète français que je n'ai pas en fait dans ma vision du monde. Il y a un apprentissage qui est aliénant à l'école. Et qu'il faut couper cette aliénation et par exemple bâtir une éducation par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à notre bain culturel. Notre réalité. À notre réalité, exactement. C'est-à-dire pourquoi pas commencer, c'est un exemple comme ça, je sais pas, on va dire soit aux premières, soit en 6e, 5e, commencer à apprendre, on va dire, à compter le tour d'un cercle à partir de rouleurs.
Le roller, c'est quand même un objet cylindrique Bien sûr. qui est composé d'un cercle. Et on peut apprendre l'air de ce type de figure à partir de nos instruments traditionnels. Pareil, l'enseignement du créole, il doit se faire à partir de bases, on va dire, pas critiques, mais en tout cas indépendantes. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte l'apport français, certes, mais l'apport africain, malgache, et des autres langues aussi, notamment l'apport asiatique par rapport au vocabulaire. Mais c'est à partir de ça qu'on pourra former une mentalité, une intelligence ça aussi réunionnaise, basée sur leur propre culture, et comment entamer un développement par rapport à l'économie de la connaissance. Bien sûr. Et cette intelligentsia-là, comme tu dis, imbiber les valeurs du peuple réunionnais, pourra mener ce combat-là aussi pour l'élévation du peuple. Parce qu'aujourd'hui, je vais te laisser rebondir là-dessus, c'est une discussion qu'on a souvent entre nous. On voit que les intellectuels, en réalité, sont complètement dans le système colonial. Exactement. Et du coup, comment tu vois ça, Aki, justement? Par exemple, comment on interprète le maloya? Est-ce que c'est une musique? Est-ce que ça fait partie de la culture? Est-ce que ça fait partie du folklore réunionnais? Il y a aussi une tentative de folklorisation de notre culture. Oui. Mais là, c'est pas forcément le point où je veux en venir. Je veux en venir où le maloya est à la base d'une spiritualité. Dans cette spiritualité, il y a des règles, on va dire, scientifiques qu'on peut enlever du maloya. C'est-à-dire, par exemple, le battement 1, 2, 1, 2, 3. Pourquoi ne pas l'étudier de manière scientifique? Il y a aussi d'autres choses dans notre culture. Par exemple, je parlais du savoir des plantes. On a un savoir des plantes à La Réunion qui est, on va dire, médicinal. On sait guérir par les plantes. C'est vrai qu'on ne sait pas tout guérir par les plantes, mais les plantes résolvent quand même beaucoup de nos maux. C'est parce qu'on a eu des ancêtres qui savaient maîtriser l'art et la science des plantes. Et pourquoi pas reprendre les savoirs ancestraux qu'on a, les capitaliser, ou en tout cas créer un marché qui peut être aussi exportable. Mais justement, moi j'aimerais rebondir là-dessus, si Oui, bien changer. sûr, Justement, bien sûr. la question c'était justement comment les jeunes, justement, quand ils rentrent, ils ont une posture de dominant, ou le public formé. Je parlais en tout cas de la classe intellectuelle Ah, réunionnaise. exactement. En fait, pour Par rebondir rapport à la là-dessus, question. il y a un livre justement d'une historienne qui s'appelle L'école aux colonies. Ok. C'est-à-dire, elle travaille sur les archives et c'est intéressant. Quand Jules Ferry dit démocratise l'école, en 1882, la France a l'obligation de civiliser les races inférieures. Ok, d'accord, ça commence comme ça. Et il y a aussi le débat qui dit est-ce qu'on doit former ou pas? Parce que si on forme les jeunes, ils vont faire ce qu'on est en train de faire. Exactement. Oui. Hein, c'est-à-dire former les jeunes, éduquer les jeunes, etc. Et l'objectif, c'était quoi? Dans les anciennes colonies, c'était former les autochtones pour que ces derniers participent au processus de colonisation. C'est ça. C'est-à-dire. Exactement. Et justement, c'est intéressant. Et nous, quand Ubuntu, ce qu'on veut faire, c'est créer. Est-ce qu'il y a Sciences Po Outre-mer à l'île de la Réunion? Est-ce qu'il y a une étude? Il y a des études, justement, une école des Outre-mer, justement, qui travaille justement sur les enjeux géostratégiques, qui travaille sur les enjeux politiques, qui travaille sur les enjeux sociaux pour développer les Outre-mer. Justement. Ça, c'est un premier point. ça. Parce que la problématique, c'est quoi? Quand nous, on va venir ici, on va venir en Hexagone pour se former. Ok, ça dépend aussi des types de profs qu'on a en face de nous, ça dépend de plein de choses, etc. C'est-à-dire, on arrive à l'île de la Réunion pour se dominant. Parce que nous, on arrive, on est extrêmement diplômés, voilà, on est prêt à travailler dans les bureaux, on est prêt à être des politiciens, etc., tout ça. Et j'ai 10 000 km, j'étais tout seul, j'ai travaillé, c'était dur, mais on n'oublie pas d'ailleurs qu'on a eu un soutien des parents, etc., tout ça, financier ou autre, etc., et qu'on était de la classe moyenne dans le quartier populaire. On n'était pas le populaire des populaires. Et justement, c'est ça qu'Ubuntu doit travailler là-dessus, ok? Quand ils se forment à l'extérieur, pardon, quand ils rentrent à l'île de la Réunion, ok? Quelle politique ils vont mettre en place? La politique traversée par l'État français. Ils vont passer quoi? Des concours de la fonction publique territoriale, etc. Ils vont appliquer cette politique-là. Donc, ce qu'on doit mettre en place, c'est une école. L'école qui permet justement de travailler sur les enjeux stratégiques, géopolitiques, politiques, sociales à l'île de la Réunion. Exactement. Ça, c'est très important. Merci bien d'avoir évoqué ce point-là. Et on ne peut pas parler de départementalisation sans parler de l'amendement Virapoulet. L'amendement Virapoulet qui, sur le terrain juridique, nous enferme dans cette posture d'assimiler. Il faut savoir que l'alinéa 5, du coup, son amendement, de l'article 73 de la Constitution, qui régit les départements et régions d'outre-mer, Virapoulet, lui, il a posé cet amendement parce qu'il y avait l'alinéa 3 de cet article qui le posait problème. Alors, je vais lire l'alinéa 3 de l'article 73
qui dit que par rapport aux collectivités d'outre-mer, elles peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Et bien justement, cet alinéa-là donne la possibilité aux collectivités d'outre-mer, leurs élus, etc., d'adopter des règles, des mesures, des normes sur leur territoire par rapport à leur spécificité. Mais toujours encadré par l'État colonial français, parce que l'État colonial français ne va jamais nous laisser régir nos pays sur des points importants comme la justice, la monnaie, voilà, les pouvoirs gardiens. Mais Virapoulet, lui, comme il était contre cette disposition-là, il a posé l'alinéa 5, donc cet amendement, qui empêche du coup la Réunion, contrairement à la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, empêche la Réunion de pouvoir adopter des règles, des mesures spécifiques à son territoire. Tout ça parce que pourquoi ? Parce que lui, il faut être dans l'assimilation totale. Et là, je parle du coup, parce qu'on a parlé d'assimilation culturelle, là, je parle de l'assimilation législative. C'est-à-dire, toutes les normes, les lois sont adoptées ici à Paris et on applique de plein droit à la Réunion. Et le Réunionnais, le peuple, les élus réunionnais, du coup, ne peuvent pas adopter des règles spécifiques à leur réalité. Donc ça, c'est très important et ça nous différencie, du coup, des autres départements et régions d'outre-mer. Il y a une classe politique qui parle de vouloir faire sauter l'amendement Virapoulet, ça c'est une réalité. Mais Virapoulet, lui, il reste toujours convaincu avec les gens de sa mouvance, de son courant, qu'il faut garder cet amendement-là. Il a déclaré, je crois il y a 2 ans de ça, que cet amendement-là, c'est la carte vitale de la Réunion. Donc pour lui, si on enlève ça, c'est comme si on débranche la Réunion de la France. Exactement. Donc comment vous voyez ça ? C'est intéressant ce que tu dis là. Encore une fois, ça montre encore une fois cette logique de dépendance. Exact. Et cette logique que le problème, c'est que l'indépendance, ça va prendre du temps pour ne pas faire peur aux Réunionnais, Réunionnaises. Mais pensez par vous-même. Pensez des points de vue collectifs. Est-ce qu'il y a eu un référendum là-dessus ? Est-ce qu'on a pris en compte là, le choix des Réunionnais, des Réunionnaises, etc. Tout ça ? Justement. Donc il y a ça à prendre en compte. Et nous, quand Ubuntu, on va prendre en compte tout ça. Et l'une des problématiques à l'heure actuelle, c'est que dans un premier temps, on ne peut pas bouger les statuts, mais l'État, lui, par les actes de décentralisation, il permet de donner des transferts des compétences aux collectivités territoriales, le président de la République distingue de lui. Et ces compétences arrivent dans la main des notables à l'île de la Réunion, des politiques de dominants. Exactement. Donc d'un côté, on ne peut pas bouger les statuts, et d'un côté, on a ça. Exactement. Et là, ça rejoint ce que je disais juste avant. Le problème, comme on a dit, c'est que quand on forme des élites dans l'école coloniale, ces élites-là, après, vont appliquer, comme tu as dit, la politique voulue par l'État colonial. Et c'est pour ça qu'il est important, en réalité, qu'il y ait cette éducation populaire. Parce que pour moi, pour que quelqu'un puisse participer à la vie politique de son pays, il n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou avoir un master en droit public. En réalité, c'est même la personne ouvrière, même au chômage, le jeune qui peut-être est déscolarisé, même lui, il doit comprendre ces différents enjeux-là. Parce que comme tu as dit, aujourd'hui, est-ce que la population réunionnaise, celle qui n'a pas fait des études, etc., est-ce qu'elle a conscience de cet amendement Virapoulet-là ? Et donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous, à travers ce média, de faire connaître ça. Exactement. Et ensuite, ce qu'on peut dire également, c'est que cet amendement Virapoulet-là, il y a ce côté où il y a cette assimilation législative, mais il y a aussi le fait que ça bloque toute évolution statutaire possible pour la Réunion. Parce que l'article 73 de la Constitution, il est dit dans un de ces alinéas qu'il y a la possibilité pour que ce soit la Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, de pouvoir justement évoluer statutairement. Et là, avec cet amendement Virapoulet-là, eh bien, tant qu'on ne fait pas sauter ça, sur le plan institutionnel, constitutionnel, on ne pourra pas prétendre à une évolution de notre statut. Je donne un exemple, on ne pourra pas prétendre à accéder au statut de la Polynésie française, qui a une réelle autonomie politique, avec un gouvernement local, un congrès qui peut adopter des lois pays. Nous, on ne peut même pas adopter des lois pays, des lois spécifiques à nos réalités. Et on voit du coup cette importance de l'amendement Virapoulet et de l'importance de faire connaître cette réalité à notre population
et qu'on fasse sauter cet amendement-là. Comment vous voyez ça, justement? Bah déjà, moi je pense qu'effectivement, c'est important de faire sauter l'amendement Virapoulet parce que avec la position, avec le statut qu'a la Réunion et Mayotte maintenant en tant que département français, on sert les intérêts français par rapport à nos voisins. C'est-à-dire que par exemple, il y a des institutions économiques françaises qui vont implanter une sorte de néocolonialisme dans les marchés africains, dans les marchés d'Afrique de l'Est et de Madagascar. Par exemple, je sais que la France est le premier partenaire commercial de Madagascar. Donc Madagascar est aussi dans une forme de dépendance économique. Également, quand il fallait enlever le coup d'État qu'il y avait eu aux Comores par le mercenaire Bob Denard, les avions sont partis de la Réunion. Donc la Réunion a réussi, dans son histoire, a été une colonie colonisatrice. Exactement. Bien sûr, mon frère, exactement. Et là, justement, là-dessus, c'est très intéressant parce qu'on connaît les différents intérêts géostratégiques, géopolitiques. Pourquoi la France veut garder la Réunion et Mayotte? Comme je le dis souvent, la Réunion et Mayotte sont les deux piliers de l'impérialisme français dans la région de l'océan Indien, la région de l'Afro-Océanie, comme on dit. Ça pourra être l'objet d'une autre émission. Mais sur le terrain politique, on voit très bien que cet amendement-là nous bloque. Et il est important que nous pensions aussi à un autre modèle politique. Un autre modèle politique, parce que comme je l'ai dit, nous, à Kao Ubuntu, on se bat pour la souveraineté du peuple réunionnais. Le premier critère de la souveraineté, c'est le pouvoir législatif. La possibilité d'adopter ses propres lois, ses mesures pour régir notre société. Et que ce soit sur le terrain éducatif, sur le terrain monétaire, économique, etc. Mais là, tant qu'on reste là-dedans, on ne le pourra pas. Quand on parle d'indépendance, pour nous, c'est mettre en place nos propres institutions. Exactement. Notre propre gouvernement, notre propre parlement, notre propre armée. Nos propres politiques publiques. Parce que là, par exemple, sur le terrain militaire, comme t'as dit Akili, même si on fait sauter l'amendement Virapoulet, malheureusement, la base militaire française à La Réunion restera là. En fin de compte, faire sauter l'amendement Virapoulet serait juste une étape pour accéder à l'objectif principal qui est la souveraineté. Et quand on aura cette souveraineté-là, on pourra justement chasser l'armée française et mettre en place nos propres politiques pour que le Réunionnais soit au centre des décisions par rapport à son pays et qu'il soit maître de son destin. Donc c'est très important. Moi, si je résume l'amendement Virapoulet, si je donne une métaphore, pour moi, l'amendement Virapoulet, c'est encore les chaînes de l'esclavage. Donc voilà, les chaînes de l'esclavage. Et donc il est important, en tant que marron, qu'on arrache ces chaînes-là, qui sont institutionnelles, mais aussi mentales, culturelles, politiques, économiques, sociales. Merci bien d'avoir été présent justement pour ce premier volet de l'émission politique de Kao Ubuntu, d'Isaac Napoudi. Comme vous voyez, on dit clairement les choses, il n'y a pas de tabou. Donc voilà, on dénonce le colonialisme, on prend l'indépendance. Pour nous, c'est clair, il faut une indépendance, comme tu as dit Alexandre, dans tous les domaines, culturels, économiques, etc. Notre frère Akili a bien présenté le contexte, le potentiel économique aussi. On voit qu'il y a un travail à faire, un travail d'éducation populaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce média, afin de donner les outils à la population réunionnaise pour qu'elle puisse avoir la possibilité d'être maître de son destin. De comprendre les enjeux. Voilà, comprendre les enjeux. Donc, pour terminer, je vais donner un mot de la fin pour Alexandre et Akili. Comment vous avez trouvé les échanges pour ce premier épisode? Déjà, merci, c'est vraiment hyper intéressant. Et l'objectif, c'est quoi dans cette émission-là? C'est justement apporter cette connaissance. Normalement, c'est le rôle des médias de La Réunion, mais eux, ils apportent ce qu'ils veulent. Et nous, on est là justement aussi pour apporter un média indépendant, donc bien, voilà. Comme par hasard. Et du coup, justement, pour politiser la population. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on est là, notre parti politique est là justement pour travailler pour les Réunionnais et les Réunionnaises et pas contre les Réunionnais et les Réunionnaises. L'indépendance, c'est un processus qui va prendre des années, et même si pas nous arriver, comme on dit, nous sommes là pour partager la connaissance, mais sur le terrain, nous sommes capables de gérer aussi, nous sommes capables de faire des choses pour les Réunionnais et les Réunionnaises, et il faut nous arrêter avec cette politique que nous avons en place, il faut nous arrêter avec les politiciens, ils prennent toute pousotte et ils ne laissent pas la place à la jeunesse. Merci bien, mon frère. Merci. Akili, est-ce que tu veux... Déjà, merci pour l'émission, c'était très intéressant de discuter avec vous. Et j'aimerais conclure sur le fait que c'est important pour
pour chacun d'entre nous de connaître notre histoire et également d'implanter l'idéologie révolutionnaire de Kaobuntu dans le contexte historique. C'est-à-dire cette idéologie révolutionnaire, elle a été là dès le départ. Elle est représentée par Ancien quand il va en marronnage sur son python et qu'il du coup tente de s'élever spirituellement pour combattre les maux qui gagnent sa terre, qui gagnent la terre de la Réunion à travers l'esclavage, et aussi pour combattre et pour essayer de former un autre modèle de société. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va fonder l'Empire marron. Mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Alexandre, c'est-à-dire que pour moi, il faut se baser sur l'éducation. L'éducation, il faut comprendre aussi que nous avons la possibilité d'intellectualiser certains enjeux et que tout le monde a cette possibilité-là. Exactement. Et que c'est aussi le rôle de Kaobuntu de faire prendre conscience aux personnes de leurs capacités intellectuelles, de leurs capacités aussi au niveau en tant que travailleur, mais également au niveau que citoyen, en tant qu'historien à plein temps, à part entière. Exactement. Ben, merci à vous deux. Merci pour votre participation au premier volet de Disaknapudi. Et du coup, le prochain épisode, ce sera annoncé sur les réseaux sociaux. Merci.